Bonjour à tous! 3 fois par semaine, plongez avec moi dans l'univers sombre des crimes qui ont secoué le monde entier. De disparitions mystérieuses aux meurtres les plus effroyables, nous explorerons ensemble l'injustice, l'impunité, la corruption et les jugements les plus implacables qui ont marqué ces affaires. Avant de plonger dans ce récit captivant, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune notification. N'oubliez pas de laisser un like, cela m'aidera énormément à continuer à vous proposer du contenu. Sans plus attendre, plongeons ensemble dans chaque détail de cette affaire criminelle. Qu'est-ce qui peut bien retenir 2 personnes ensemble quand il ne reste plus rien? Ni amour, ni confiance, ni même le respect de base. Pour certains, la famille doit rester unie pour le bien des enfants, d'autres redoutent le jugement des autres et s'inquiètent des « qu'en dira-t-on » et il y a ceux qui sont prisonniers de leurs convictions religieuses. Bref, on trouve 1000 raisons de s'accrocher à un mariage, même quand il est en lambeaux. Mais parfois, s'acharner à tout prix peut mener droit à la tragédie. L'histoire de Jacqueline et Paul Crimb en est l'exemple même. Elle n'a rien de réellement unique, mais elle a captivé l'attention par sa brutalité, sa cupidité et son cynisme glaçant. Mais revenons au début. Jacqueline Mary Bennett, ou Jackie, a vu le jour le 18 décembre 1974 dans le comté d'Armagh, en Irlande du Nord. Elle était la plus jeune de 2 enfants, dans une famille de classe moyenne, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Dès son enfance, elle s'est distinguée, imprévisible, gâtée et même parfois franchement agressive. À l'adolescence, le comportement de Jackie est devenu encore plus difficile, mais sa famille s'est rassurée en attribuant cela aux turbulences de l'adolescence. Ils espéraient, sans doute naïvement, qu'elle finirait par se calmer. C'est au lycée qu'elle a rencontré Paul Crimb, de 3 ans son aîné et son parfait opposé. Comme on dit, les contraires s'attirent, et leur relation semblait en être la preuve. Paul était tout ce que Jackie n'était pas. Modeste, timide, issu d'une famille religieuse respectable. Élève appliqué et prometteur, il avait un talent certain pour tout ce qu'il entreprenait. Un garçon sans histoire, au calme rassurant. Jackie, avec son audace et sa confiance inébranlable, l'a immédiatement fasciné. Elle a été la première et probablement la seule pour qui il avait éprouvé des sentiments sincères. Les parents de Jackie l'ont accueilli avec enthousiasme, le voyant comme le gendre idéal, espérant même qu'il parviendrait à tempérer leur fille, la rendant un peu plus raisonnable. Par moments, ils semblaient même l'apprécier davantage que leur propre fille, l'intégrant comme un membre de la famille dès leur première rencontre. Les parents de Paul, en revanche, étaient un peu plus réservés vis-à-vis de cette relation. Bien qu'inquiets, ils n'ont pas voulu s'opposer au choix de leur fils, et ils n'étaient pas les seuls à douter. Même les camarades de classe murmuraient sur leur incompatibilité évidente. Jackie, avec son tempérament explosif, provoquait souvent des conflits qu'elle préférait résoudre dans l'éclat, voire la confrontation physique. Paul, de son côté, esquivait la violence, se montrant toujours conciliant et bienveillant. Apprécié pour son calme et son sens des responsabilités, il formait avec Jackie un couple pour le moins improbable. Cette relation semblait construite sur un terrain bien instable. Paul était un jeune homme de parole, toujours prêt à aider. À 17 ans, Jacqueline est tombée enceinte de son petit ami et n'a pas tardé à lui annoncer la nouvelle. À l'époque, elle était encore en terminale, tandis que Paul, à 20 ans, venait d'entrer à l'université.
En apprenant cette grossesse, il a réagi sans hésiter. Il a affirmé qu'il voulait l'épouser et assumer toutes les responsabilités pour elle et pour l'enfant. Quant à Jacqueline, disons qu'elle n'était pas franchement ravie à l'idée de jouer les mères de famille, encore moins de renoncer à sa liberté. Mais interrompre la grossesse, pas question. Paul et sa famille, profondément religieux, n'auraient jamais toléré ce qu'ils considéraient comme un péché impardonnable. Alors, fidèle à lui-même, Paul a pris les devants. Il a acheté une bague et a officiellement demandé Jackie en mariage. Et, contre toute attente, elle a dit oui. Le couple a célébré un mariage modeste en 1992, entouré de leur famille et de quelques amis proches. Mais, en toute honnêteté, il y avait déjà de l'orage dans l'air. Quelques jours avant la cérémonie, Paul s'est confié à son meilleur ami. Il a avoué que Jacqueline et lui étaient trop différents, bien trop différents. Il doutait de ses propres sentiments, se demandant même s'il l'aimait vraiment ou s'il n'éprouvait qu'une sympathie teintée de devoir envers elle. Et pour ne rien arranger, elle lui faisait carrément peur par moments, son tempérament volcanique le déstabilisant au point de remettre en question leur avenir. Son ami, attentif et loyal, a tenté de le dissuader, le prévenant que ce mariage pourrait bien être la pire décision de sa vie et qu'il risquait de traîner son malheur pour l'éternité. Mais Paul, fidèle à ses principes, a tenu bon. Abandonner une femme enceinte de son enfant? Hors de question. Il s'est convaincu que la maternité transformerait Jacqueline, la rendrait plus douce, plus sereine. Il a espéré le meilleur. Hélas, il n'avait aucune idée de l'erreur monumentale qu'il commettait. Au début de 1993, leur premier enfant est né, une petite fille nommée Danielle. Puis, 6 ans plus tard, elle a mis au monde leur fils, Adam. Paul est alors devenu l'unique pourvoyeur de la famille, s'assurant qu'il ne manquait de rien. Avec l'arrivée d'Adam, les Krimble ont voulu un peu plus d'espace et, en 2000, ils ont acheté une maison de ville confortable de 3 chambres à Armagh, espérant enfin y poser les fondations d'une vraie vie de famille. À cette époque, Paul avait décroché un poste d'ingénieur mécanique senior et touchait un salaire confortable, garantissant une vie stable à sa famille. Quant à Jackie, elle n'avait aucune intention de travailler, arguant qu'elle préférait s'occuper de la maison et des enfants. Enfin, s'occuper est un bien grand mot, car elle n'excellait ni dans l'un ni dans l'autre. Égoïste, paresseuse, prompte à la colère, elle n'hésitait pas à se montrer agressive, même envers ses propres enfants. Un véritable modèle de patience et de douceur maternelle, n'est-ce pas? Quand les enfants ont grandi, elle a tenté de se lancer sur le marché du travail. Mais son caractère querelleur et conflictuel faisait qu'elle ne restait jamais bien longtemps en poste. La stabilité, très peu pour elle. Et pour couronner le tout, elle passait presque chaque soir dans les bars du coin, noyant sa soirée dans les verres d'alcool, pendant que Paul, fidèle à son rôle, restait à la maison pour s'occuper de leur fille et de leur fils. Une vraie vision du bonheur conjugal. Même à jeun, Madame Krimble n'était pas ce qu'on pourrait appeler une personne agréable. Mais une fois sous l'emprise de l'alcool, elle se transformait en véritable furie. Elle ne se contentait pas de provoquer des conflits. Elle se battait, hurlait des insultes, utilisait un langage ordurier et flirtait de manière déplacée avec n'importe quel homme qu'elle croisait. Toute tentative de la raisonner, de lui demander un minimum de décence,
était accueilli par une agressivité brutale. Avec Jackie, il fallait s'attendre au pire. Les voisins et amis de la famille étaient bien au courant de la situation. Ils compatissaient sincèrement avec Paul et les enfants, les véritables victimes des débordements de Jackie. Dans cette petite ville tranquille, ces frasques étaient de notoriété publique, et chacun faisait de son mieux pour l'éviter. Sa réputation déplorable rejaillissait sur son mari et ses enfants, qui n'échappaient pas au jugement et moqueries à l'école. Jackie, quant à elle, menait une vie sauvage, sans le moindre effort pour dissimuler ses excès. Elle fréquentait assidûment les bars et autres lieux de divertissement, semant le trouble partout où elle passait. Sa simple présence suffisait à mettre mal à l'aise les autres clients et même le personnel qui savait que son arrivée annonçait souvent une bagarre ou un esclandre. Chez elle, c'était un climat de terreur. Elle maintenait sa famille sous une constante menace, prête à s'en prendre à eux à la moindre provocation. Paul a essayé de ne pas se plaindre de sa situation, mais ses amis, sa famille, même ses collègues, ont bien remarqué son malaise dès qu'il s'est retrouvé en présence de Jackie ou même lorsqu'on l'a mentionné. On lui a souvent conseillé de quitter cette femme, de se libérer de cet enfer conjugal. Mais il est resté enchaîné par une peur tenace, celle de ne plus pouvoir voir ses enfants. Jackie l'a tenu fermement par cette menace, brandie à chaque querelle. Elle lui a assuré qu'elle le priverait de leur fille et de leur fils. Et comme si cela n'avait pas suffi, elle lui a promis de lui causer du tort, usant de ses connaissances. Ces hommes louches qu'elle fréquentait dans les bars, prêts à tout pour lui rendre service. Face à de telles intimidations, il a préféré baisser la tête et se taire. Le dimanche 20 juin 2004, un appel paniqué a été reçu par les services d'urgence. Une femme, en état de choc, a supplié de l'aide, affirmant que 3 inconnus avaient fait irruption chez elle. Elle a raconté qu'ils l'avaient attaquée, elle et son mari, les avaient roués de coups, attachés, puis avaient tenté de les dépouiller avant de s'enfuir dans leur voiture, emmenant son mari avec eux. L'appelante n'était autre que Jacqueline. Policiers et secouristes se sont immédiatement rendus à l'adresse indiquée. Sur place, ils ont découvert une femme avec les mains attachées dans le dos par un collier de serrage en plastique. Curieusement, ses jambes, elles, n'étaient pas entravées, ce qui a amené les autorités à penser qu'elle avait réussi, d'une manière ou d'une autre, à se libérer partiellement. Détail troublant, elle n'avait ni blessure, ni ecchymose, malgré ses affirmations selon lesquelles les agresseurs les avaient battus et ligotés. Heureusement, les enfants du couple n'étaient pas présents ce jour-là. Ils avaient été envoyés passer le week-end chez leurs grands-parents paternels. Jacqueline a raconté que la veille, samedi soir, elle et son mari s'étaient rendus dans un bar pour se détendre. Ils avaient bu et étaient rentrés chez eux après minuit. Mais alors que Paul ouvrait la porte d'entrée, 3 silhouettes ont soudainement surgi des ténèbres, les poussant à l'intérieur de la maison. Armés d'un pistolet, les intrus ont attaché le couple, les ont frappés et ont exigé de l'argent ainsi que des substances prohibées. Apparemment, Paul a tenté de raisonner avec eux, les suppliant de les libérer, lui et sa femme, tout en promettant de ne pas alerter la police. Mais cette tentative de conciliation n'a fait qu'attiser la colère des agresseurs. Ils l'ont frappé à plusieurs reprises, puis ont commencé à l'étrangler avec un sac en plastique sous les yeux horrifiés de Jackie. Quand il est devenu clair qu'il n'y avait ni argent ni substance prohibée dans la maison, les intrus ont décidé de se rabattre sur la voiture. Mais, pour une raison obscure,
Ils ont emmené Paul avec eux, laissant Jackie attachée derrière. Après leur départ, elle a réussi, d'une manière ou d'une autre, à atteindre le téléphone et, en utilisant sa langue, elle a appelé la police. Elle a affirmé être certaine que son mari était encore en vie et a supplié les détectives de le retrouver et de le sauver avant qu'il ne soit trop tard. Pourtant, malgré son apparente détresse, elle affichait un calme surprenant, presque dérangeant. À ce stade, cependant, les autorités n'avaient aucune raison de se méfier d'elle. La voiture du couple a été immédiatement signalée comme disparue dans tout le comté, tandis que les enquêteurs ont commencé à rassembler des preuves sur les lieux du crime. Ils ont tenté d'obtenir des détails sur les agresseurs, mais Jackie a affirmé que les criminels portaient des masques. Elle n'a pu fournir aucun signe distinctif, ni vêtements, ni accent, ni boitement, rien. Tout ce dont elle se souvenait, c'est qu'ils étaient 3 et qu'ils étaient des hommes. Le lundi matin, moins de 24 heures après le début des recherches, la voiture de la famille Crimble a été retrouvée, abandonnée à seulement 3 miles de leur domicile. Elle était garée dans une ruelle déserte, près d'une maison laissée à l'abandon depuis des années. Dans le coffre, un spectacle macabre. Le corps mutilé de Paul présentait des signes évidents de coups et de torture. Ses mains attachées dans le dos, ses jambes ligotées avec un collier de serrage et son corps, tout comme son visage, couvert de multiples ecchymoses. Quand on a informé Jackie de la découverte macabre, sa réaction a été étrangement calme. La perte brutale de son mari, le père de ses enfants, semblait à peine l'ébranler. Elle a bien tenté de simuler la surprise et le chagrin, mais pas une seule larme n'a coulé. Elle a même demandé, presque aussitôt, quand elle pourrait récupérer sa voiture. Pour dire vrai, son attitude a rapidement éveillé les soupçons des enquêteurs qui ont commencé à regarder cette jeune veuve d'un autre œil, la désignant comme suspecte principale. Au départ, sa version n'a pas été remise en question et elle a été considérée comme la seule version plausible. Mais son comportement étrange a vite mis la puce à l'oreille des enquêteurs. Ils ont commencé à envisager que cette femme pourrait bien mentir. Les langues ont fini par se délier, et il est apparu que son mariage avec Paul battait de l'aile depuis un moment, et qu'elle était loin d'être l'épouse et la mère modèle qu'on aurait espéré. Non seulement les voisins et les connaissances en disaient du mal, mais même ses propres enfants et parents. Les policiers ont aussi découvert qu'elle voyait un homme, Roger Ferguson, depuis plusieurs mois. Roger, qui vivait dans une ferme à Armagh avec sa mère, passait beaucoup de temps en compagnie de Jackie. On les avait souvent vus ensemble dans divers bars de la ville où ils buvaient allègrement. Et ce n'était pas tout. Roger rendait régulièrement visite à Jackie chez elle, en plein jour, quand Paul était au travail et que les enfants étaient à l'école ou à la garderie. Le lendemain même de la découverte de la voiture et du corps mutilé de Paul, Jackie est passée du statut de victime à celui de principal suspect, et Roger a été envisagé comme complice potentiel. Il faut dire que son attitude n'avait rien de celle d'une veuve éplorée. Elle semblait bien plus préoccupée par la récupération de sa voiture que par la mort brutale de son mari. Son histoire d'une attaque par un gang de toxicomanes armés paraissait également tirée par les cheveux. Dans cette petite ville paisible, une telle violence n'avait jamais eu lieu auparavant. Et où étaient passés ces soi-disant agresseurs après avoir abandonné un véhicule,
avec un cadavre dans le coffre. Encore plus étrange, ces criminels avaient réussi à ne laisser aucune trace derrière eux, pas le moindre indice, pas le moindre témoin pour corroborer leur présence en ville. De plus, chaque personne ayant côtoyé Jackie ne tarissait pas d'éloges négatives. Tous ceux qui la connaissaient avaient au mieux un mauvais souvenir d'elle, au pire une franche aversion. Il est rapidement apparu que Paul avait souscrit une police d'assurance vie et que, si le pire arrivait, Jackie pouvait espérer un joli pactole, 300 000 livres sterling. Enfin, un motif clair émergeait dans cette affaire, éclairant d'un jour bien sombre ce qui pourrait être à l'origine de ce meurtre sordide. Jackie avait affirmé avoir réussi à appeler les secours en utilisant sa langue pour composer le numéro sur un téléphone à boutons. L'appareil a été examiné et effectivement, des traces de salive y ont été retrouvées. Cependant, un détail troublant est apparu lors de l'inspection initiale de la scène. Le téléphone était posé face contre terre sur la table basse. Avec les mains attachées dans le dos, il lui aurait été impossible de le retourner après l'appel ou de composer le numéro si le téléphone avait été dans cette position dès le départ. L'ordinateur du couple, lui aussi, n'a pas tardé à livrer des indices. L'historique de recherche montrait des requêtes pour le moins suspectes. Informations sur les assurances vie, montant des paiements et procédures en cas de décès du titulaire de la police. Des recherches qui remontaient sur plusieurs mois. Interrogé directement sur le sujet, Jackie a nié toute implication, prétendant même que c'était peut-être Paul qui s'intéressait à ces sujets. Quant à Roger, soupçonné d'être le complice idéal dans cette affaire, il avait un alibi en béton. La mère de Roger avait affirmé qu'il avait passé la nuit chez eux, se sentant mal. Aux alentours d'1h30 du matin, elle avait même fouillé dans la pharmacie familiale à la recherche de quoi apaiser ses maux d'estomac. Malgré ce témoignage apparemment solide, la police n'a pas retiré Roger de la liste des suspects. Ils ont décidé de tracer les déplacements de son téléphone portable la nuit du crime. Et la vérité a éclaté. Au lieu de cela, il était chez les Crimble où il est resté plusieurs heures. Les découvertes se sont enchaînées. Non seulement il avait poursuivi sa relation avec Jackie, mais le duo avait été aperçu ensemble dans un bar le lendemain des funérailles de Paul. Comme si cela ne suffisait pas, ils avaient été vus en compagnie de la mère de Roger dans une concession automobile, examinant des VUS et se renseignant sur les options de financement pour un achat aussi coûteux. Autant dire que la police a vite suspecté que les amants avaient déjà des projets bien établis pour l'argent de l'assurance et que la mère de Roger n'ignorait rien de cette sombre machination. Lors des interrogatoires, Jackie a tenté de jouer la carte de l'innocence, clamant qu'elle n'avait jamais trompé son mari et qu'elle ne lui aurait jamais voulu de mal. Mais ces mots sonnaient creux. Plus personne n'était dupe. Peu de temps avant le drame, Jackie avait brièvement travaillé comme aide-soignante dans une maison de retraite. Mais entre les conflits constants et les mensonges, elle n'a tenu que quelques semaines avant d'être renvoyée. Plutôt que de l'admettre, elle n'a rien dit à Paul, continuant à faire semblant d'aller travailler et prétextant des quarts de nuit alors qu'elle se réfugiait chez Ferguson. La vérité a fini par éclater de manière fortuite. Paul, par hasard, a croisé un ancien collègue de Jackie qui lui a tout révélé. En tentant de confronter sa femme, il n'a réussi qu'à déclencher une nouvelle dispute. Elle a alors menacé de le quitter pour rejoindre son amant,
de lui enlever les enfants et de lui interdire tout contact avec eux. C'était la peur ultime de Paul, et, pour préserver sa famille, il a fini par capituler, fermant les yeux sur son infidélité. Il s'est alors tourné vers son ami le plus proche, à qui il a confié ses tourments. Cet ami a plus tard témoigné au tribunal, répétant les paroles de Paul, qui semblaient résonner comme un appel au secours. Roger, pour sa part, n'était pas ce qu'on pourrait appeler un génie. Fort, mais d'esprit simple, il était facilement influençable, un terrain fertile pour les manipulations de Jackie. Elle a rapidement pris l'ascendant sur lui, le manipulant sans effort pour qu'il exécute sa volonté. Prêt à se battre pour elle sans hésiter, il était sans doute sincèrement amoureux, avalant chaque mot qu'elle lui disait. Et pour elle, ce dévouement aveugle était une flatterie qui la confortait dans ses plans sombres. Jackie n'a cessé de se plaindre de son mari auprès de Roger, l'accusant de tous les maux, impolitesse, cruauté, voire violence. Bien sûr, tout cela n'était qu'un tissu de mensonges. Mais à force d'entendre ces accusations, son amant a fini par nourrir un mépris croissant pour Paul, convaincu qu'il opprimait Jackie et qu'il était le seul obstacle à leur bonheur. Insidieusement, elle a glissé dans son esprit une idée fatale. En éliminant Paul, tous leurs problèmes disparaîtraient. Ils pourraient enfin être ensemble et en prime toucher une belle somme d'argent de l'assurance, suffisante pour mener une vie confortable. Environ 2 semaines avant le drame, elle a même tenté de recruter des personnes prêtes à commettre le crime contre rémunération. Mais après avoir envisagé plusieurs options, elle et Roger ont abandonné cette idée. Les amants ont conclu qu'ils pouvaient parfaitement s'en charger eux-mêmes, sans témoin ni preuve, et ainsi garder l'intégralité de l'argent. Le vendredi 18 juin, Jackie a emmené les enfants chez leurs grands-parents pour le week-end. Le lendemain, elle a proposé à Paul de sortir boire un verre pour se détendre et discuter. Il a accepté, naïvement enthousiaste, croyant que cette sortie pourrait marquer un tournant dans leur relation. Il ne se doutait pas un instant que cette invitation n'était en réalité qu'un piège soigneusement tendu pour l'amener droit vers sa fin. Cette nuit-là, plusieurs personnes au bar ont remarqué que Jackie s'efforçait de faire boire son mari. Elle a commandé verre après verre, le poussant presque de force à les enchaîner. Peu après minuit, elle a finalement conduit un Paul chancelant hors du bar. Les caméras de surveillance ont capturé la scène, marquant ainsi la dernière fois que Paul a été vu vivant. Les enquêteurs ont rapidement relevé un détail troublant. Le bar se trouvait à environ 10 minutes de marche de leur domicile et selon Jackie, l'attaque avait eu lieu dès leur retour, ne durant pas plus de 15 minutes. Elle a raconté que Paul avait été kidnappé et emmené dans leur voiture, après quoi elle aurait immédiatement appelé la police. Cependant, 1h30 s'était écoulée entre leur sortie du bar et cet appel. Les enquêteurs ont interprété cet écart de temps comme une période pendant laquelle elle et Roger avaient effacé leurs traces et mis en scène une attaque fictive. Il était également évident qu'elle avait intentionnellement enivré Paul pour s'assurer qu'il serait trop affaibli pour se défendre, facilitant ainsi l'exécution de leur sinistre plan. Selon Jackie, les agresseurs avaient frappé Paul alors qu'il était à terre, puis avaient tenté de l'étrangler en plaçant un sac plastique sur sa tête, le fixant avec du ruban adhésif. Les blessures retrouvées sur le corps de Paul semblaient confirmer ce récit. Mais pour la police, il ne faisait plus de doute.
Les vrais agresseurs étaient Jackie et son amant Roger. Les preuves commençaient à s'accumuler. Après un examen long et minutieux de la scène de crime, les enquêteurs ont découvert une empreinte partiellement effacée d'une chaussure d'homme, visiblement mal nettoyée. Le motif de la semelle correspondait à celle de Roger, même si cet élément restait circonstanciel. Mais d'autres preuves, bien plus accablantes, allaient sceller le sort du couple criminel. Dans la poubelle de la cuisine, un mégot de cigarette avec la salive de Roger a été retrouvé. De plus, une empreinte digitale partielle de Roger a été identifiée sur le collier en plastique qui liait les mains de Jackie. Pire encore, les liens qui attachaient les mains et les pieds de Paul portaient également les empreintes digitales de Roger. Et comme pour mettre un point final à cette accumulation de preuves, le sac plastique utilisé pour étouffer Paul était couvert de traces de sueur et d'huile corporelle appartenant aux deux amants. L'enquête a révélé l'implication d'un autre complice dans ce crime sordide, un mineur nommé Colin Robinson, qui connaissait Roger. Ce soir-là, Roger avait contacté Colin pour lui demander un service, sans entrer dans les détails. L'adolescent, pensant rendre un simple coup de main, avait conduit sa voiture au bout de la rue, comme Roger le lui avait demandé, puis s'était discrètement rendu sur place pour éviter d'attirer l'attention. Mais lorsqu'il a découvert la véritable nature de ce service, il a voulu fuir. Roger, toutefois, ne lui a pas laissé cette possibilité, le menaçant avec un couteau et l'obligeant à l'aider à déplacer le corps jusqu'à la voiture et à le charger dans le coffre. Ensemble, ils ont conduit la voiture jusqu'à un endroit désert où ils l'ont abandonnée. Terrifié, Colin a d'abord nié toute implication dans le crime. Cependant, sous la pression du deuxième interrogatoire, il a fini par craquer et a tout avoué. L'enquête a duré plusieurs mois, durant lesquels les enquêteurs ont amassé des preuves solides, interrogé des témoins et obtenu les aveux de Colin. Toutefois, le procès des accusés n'a débuté qu'au printemps 2007, presque 3 ans après le meurtre de Paul. Le 7 mai 2007, Jacqueline et Roger ont été reconnus coupables de meurtre prémédité, motivés par l'appât du gain de l'assurance. Jacqueline, surnommée la Veuve Noire, a été condamnée à 20 ans de prison, tandis que son amant, Roger, a écopé de 18 ans. Le jeune Colin Robinson, pour sa part, a reçu une peine de 3 ans pour complicité et tentative de dissimulation. Quant à la mère de Roger, accusée de parjure pour avoir fourni un faux alibi à son fils, elle a été condamnée à 1 an de mise à l'épreuve compte tenu de son âge et de sa santé fragile. Même derrière les barreaux, Jackie a continué de s'acharner sur sa famille. Elle n'a jamais digéré le fait que personne ne l'ait soutenue au tribunal et que ses proches, y compris sa propre mère, aient exprimé un soulagement manifeste à son emprisonnement. Dans un rare moment de franchise, sa mère a même déclaré que des personnes comme Jackie devraient être tenues à l'écart de la société pour le bien de tous. Peu après les funérailles de Paul, Jackie avait brûlé tous ses biens, jusqu'à ses photos, cherchant à effacer toute trace de lui dans la maison. Heureusement, Danielle, leur fille, avait sauvé quelques photos de son père, qu'elle gardait précieusement dans sa table de chevet, à l'abri des yeux de sa mère. Quant au paiement de l'assurance de 300 000 livres, le mobile de ce crime atroce, il n'a jamais abouti à Jackie. Ce sont finalement ses enfants qui en ont bénéficié. Daniel et Adam ont perdu leurs 2 parents du jour au lendemain, mais leur calvaire ne s'est pas arrêté là.
Leur mère, impitoyable, s'est farouchement opposée à ce que les grands-parents de Paul ou les siens obtiennent la tutelle. Elle a tout fait pour leur retirer leurs droits, entraînant Daniel et Adam dans le système de famille d'accueil, bien que leurs grands-parents étaient prêts à les élever. Au moment de la tragédie, Daniel n'avait que 11 ans et Adam à peine 5. Depuis la prison, Jackie a réussi à conserver ses droits parentaux et n'a pas hésité à manipuler ses enfants. Elle les pressait de proclamer publiquement son innocence, usant de méthodes sournoises pour obtenir leur soutien. Par exemple, elle leur promettait de signer les autorisations pour leur sortie scolaire s'ils lui rendaient visite en prison. Mais une fois sur place, elle revenait sur sa parole, exigeant d'abord qu'il témoigne en sa faveur. Résultat, Daniel et Adam étaient souvent les seuls à ne pas pouvoir partir en excursion avec leurs camarades, subissant une déception de plus. Aujourd'hui, Daniel a 31 ans. Elle vit à Basingstoke, travaille dans une garderie et partage sa vie avec Simon Bryce, un ingénieur. Adam, maintenant âgé de 25 ans, a suivi une belle éducation et s'est installé à Londres. Pourtant, une ombre plane encore sur leur tranquillité. Jackie doit être libérée l'année prochaine. Malgré les années écoulées, ils craignent qu'elle ne tente encore de s'immiscer dans leur vie, perpétuant son emprise toxique. Eh bien, chers spectateurs, c'est ici que se termine l'histoire criminelle d'aujourd'hui. Je serais très intéressée de connaître votre avis, alors je vous invite à le partager dans les commentaires de la vidéo, toujours dans le respect de la victime et de sa famille. N'oublions jamais que nous pouvons débattre, mais avec le respect que chacun mérite. Je vous rappelle de vous abonner à la chaîne et de laisser un like pour me faire savoir que mon travail vous plaît. Bonne nuit et à la prochaine histoire criminelle.